les amis, je suis avec Grégory Bounen d'un restaurant que j'adore qui s'appelle Terre-Mer à Liège. On est dans l'église de Saint-Denis. Grégory m'a proposé de venir ici pour les énergies, le calme, un lieu un peu différent. Je trouve que c'est une bonne idée, on est bien. Je vais laisser Grégory se présenter en quelques mots. Alors moi je m'appelle Grégory, je suis créateur d'un petit projet sur Liège qu'on appelle Terre-Mer. Donc on propose une cuisine plutôt végétarienne avec une philosophie aussi donc particulière. On va inclure des critères de localité, de saisonnalité et aussi tout un aspect vibrationnel, donc un aspect peut-être un peu plus spirituel, mais qui nous permet aussi d'amener en tout cas donc une dimension qui nous lie à la nourriture d'une manière spectaculaire. Donc voilà, merci. Et chaque fois que je suis en Belgique, obligé, je dois passer chez Grégory. Chez toi, je retrouve des choses que j'ai jamais, que ce soit alimentaire ou les discussions. C'est un super lieu. Donc je vous conseille de passer là-bas si vous êtes en Belgique ou à Liège. Oui, j'aime ton contact avec les gens. Tu as toujours un petit mot, une discussion. Tu peux pas le faire avec tout le monde, mais non, on sent une ouverture de cœur très forte. C'est un peu peut-être une forme de travail, on va dire, ou en tout cas un parcours qui est le mien, dans lequel très rapidement le maître-cœur s'est réveillé et m'a demandé de le suivre, de l'écouter. Et très rapidement aussi, et quand je dis très rapidement, je pense qu'à l'âge déjà de 10-12 ans, donc je pouvais déjà l'écouter. Alors c'est très conflictuel parce que tu as des messages qui viennent de ton cœur et puis finalement tu t'aperçois que ce message il est complètement aux antipodes de ce que la société pourrait donc te proposer. Et quand je dis la société, c'est toute forme d'autorité. Papa, maman, l'école, le règlement en lui-même. Et malgré cela, cette force de cœur, donc je lui ai donné entièrement confiance et je l'ai suivi. Alors, ce qui me permet de temps en temps de glisser un message quand la conscience me dit que c'est OK. Et comment tu en es arrivé à monter ce projet? Est-ce que c'est une idée qui était là depuis longtemps ou ça s'est fait d'un coup? J'ai envie de te dire que c'est une idée qui a été là depuis toujours. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, je me suis pris par passion la nutrition, la diététique, donc tout ce domaine en fait, c'était vraiment pour moi une véritable passion. Et à l'époque, je disais à ma mère, je trouverais le moyen pour nourrir l'être humain le plus adéquatement possible. J'étais loin d'imaginer donc là où ça allait m'amener, donc finalement. Mais le parcours a été extraordinaire. Et très rapidement, je me suis rendu compte que nutrition et sport, quand on est jeune, ça vous donne beaucoup de résultats. Et puis j'avais la santé qui me permettait aussi finalement de pouvoir comprendre que bien manger, donc c'était aussi donc de prendre soin de son corps. Ouais. Donc c'était vraiment les premiers soubresauts de la nutrition. Et j'en ai fait mon parcours. Donc nutrition, diététique, naturopathie, nutrithérapie, tout ce qui peut être fait en termes de nutrition a été fait. Avec comme toile de fond, est-ce que maintenant je peux nourrir l'être humain le plus adéquatement possible? Et là, malheureusement, je ne savais pas répondre à ma réflexion par une affirmation. C'était presque tristounet pour moi parce que j'avais une forme de désespoir. Donc, j'avais dédié un parcours à la nutrition et on parle de quelques années là maintenant. Et je n'ai pas eu cette réponse à ma question. Et puis, assez rapidement, le maître-cœur, celui que je suis depuis toujours, donc m'a montré des chemins qui ne sont pas fréquentables assez facilement, mais pour lesquels je suis allé, donc vraiment. Et ces chemins aussi, c'est vraiment des nutritions plus subtiles. En tout cas, c'est la physique quantique, c'est aussi l'émotionnel, c'est aussi la philosophie, c'est aussi la spiritualité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan qui était lié à la nutrition qu'on ne connaissait pas, qui était vraiment l'aspect complètement vibrationnel, l'aspect quantique, l'aspect spirituel, et qu'on pouvait bien sûr, en tout cas moi je me sentais prêt donc à
à démanteler tout ça pour rendre cela donc accessible, facile donc, pour les gens. Et Terre-Mère a été une forme de laboratoire dans ce sens. Donc c'était tout ce que je pouvais ressentir, percevoir et sentir comme énergie ou comme postulat, comme connaissance. Il fallait que je l'expérimente, il fallait que je mette ça en place dans la matière. Et là, l'énergie d'un laboratoire, en quelque sorte, s'est très mis bien en place. Et c'est comme ça que Terre-Mère s'est créée il y a 9 ans maintenant. Wow. Et au début, tu étais le premier, j'imagine, restaurant végétarien, végétalien oui. à exister. Comment tu as vu la conscience évoluer sur 10 ans? Parce que maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives et d'autres restaurants véganes, végétariens. Comment tu as vu? Je suis ravi parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être seul finalement. Hein. Donc, vous créez un projet, vous êtes vibrant par rapport à ce qui est créé. Donc, il y a chez moi donc toute cette exaltation pour me dire c'est justesse. Donc, mais en même temps, j'étais bien seul à le vivre cette justesse. Donc, ça m'ennuyait un petit peu. Hein. Donc, c'est vrai que ça me générait une forme d'inconfort. Et j'ai pris patience, et c'est vrai que les consciences alors d'aujourd'hui s'ouvrent à d'autres courants qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de pouvoir goûter. Et donc des antennes végétariennes, végétaliennes, voire même des cuisines d'amour. Hein, donc ça se fait de plus en plus. Et donc pour moi c'est ravissement, parce que ce qui veut dire qu'il y a une forme d'ouverture de conscience qui s'est opérée. Et que donc du coup beaucoup de personnes peuvent manifester, ressentir, percevoir et créer à leur tour ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut en parler. On a eu une discussion il y a quelques jours. Tu m'as dit que la vie allait te proposer d'autres challenges à relever. Qu'après 10 ans, tu vas proposer d'autres choses aussi. Alors, la seule chose dont je peux être sûr et certain, c'est que j'arrive à la fin d'un cycle. Ça, je connais intimement mes cycles et ça fait 9 ans maintenant avec Terre-Mère. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'achève et il va y avoir un nouvel avènement. Alors pour le moment, je suis un peu entre les deux. Hein, donc on me demande, quand je dis on me demande, c'est ma conscience. Hein, c'est ma conscience et l'énergie qui parle à travers moi. Elle me demande souvent de régulariser donc certaines choses qui ne sont pas encore complètement faites. Donc complètement faites, c'est-à-dire au clair. Donc il me demande vraiment de tout éclaircir. C'est ce qu'on appelle faire le bilan, en quelque sorte, de voir un peu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 ans, qu'est-ce qui m'a mis en joie, qu'est-ce que je ne désire plus recréer, qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce que je peux garder finalement. C'est un bilan qui demande quand même une forme de temps, une forme d'énergie et de vigilance. Donc ce n'est pas rester sans rien faire, mais c'est d'être une contemplation pure pour soi-même. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça me réconforte finalement dans le sens où, bien sûr, j'arrive à la fin d'un cycle. Maintenant, qu'est-ce qui est à venir pour moi? Je n'ai pas encore une forme bien spécifique. Donc c'est juste des élans de création, des élans d'énergie qui se manifestent et qui me rassure ou qui me positionne dans une forme de joie. Autrement dit, je suis très heureux peut-être de partager des vidéos comme on est en train de faire ici. Donc je serais très heureux finalement de pouvoir offrir une transmission autre que la diététique. Donc ça, ce sont des petites choses comme ça qui me donnent beaucoup de joie. Donc, maintenant, quant à la forme, quand et avec qui, je sais pas. Je sais pas. C'est ça qui est bien aussi dans la vie. C'est ça. Tu émets des intentions et tu sais pas trop. T'as pas le chemin à l'avance, quoi. Exactement. Alors, dans mon expérience, parce que c'est uniquement mon point de vue, mais cela nous ramène toujours à lâcher le contrôle. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu le contrôle sur quoi que ce soit. Et même si on peut penser le contraire, moi dans ce que je vis, c'est vraiment en tout cas un exercice qui me demande à chaque fois lâche, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à attendre, si ce n'est que toi, repositionne-toi donc dans ce que tu choisis et rechoisis-toi la version la plus heureuse de qui tu es, et puis tu laisses faire le reste. Ouais. Alors, on a eu une belle discussion encore tout à l'heure. Tu parlais de ton expérience par rapport au sujet de séparation, trahison, rejet. Ouais. Je pense que ça touche
la plupart des humains. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus par rapport à ta propre expérience? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Ce genre d'étape? Je n'en sais rien, à vrai dire. Je ne peux pas avoir la certitude que tout le monde peut passer par là. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a tous un cycle, et ce cycle, finalement, a une finalité, c'est le retour à une forme de conscience intemporelle, le retour à la source. Donc, chacun va à sa vitesse. Pour certains, c'est plusieurs centaines de vies encore à se réaliser. Pour d'autres, c'est peut-être un peu moins. Et donc c'est ça que je ne sais pas grand-chose réellement par rapport à cela, si ce n'est que pour moi, dans mon cycle, à nouveau, parce que c'est la fin d'un cycle de quelque chose, donc quelque chose s'achève, et c'est comme si la conscience me demandait de prendre en considération encore de vieilles blessures qui persistaient. Alors ces vieilles blessures qui persistaient, toute ma vie j'en ai fait donc une observation, un accueil, une contemplation. Et je dois dire que j'ai eu un super beau test ici ces derniers temps, c'est que j'avais demandé à la conscience d'être giflée par... Quand je dis giflée, je voulais vraiment qu'elle me montre encore les dernières résistances et qu'elle fasse fléchir, donc flancher. Et je m'attendais vraiment... parce que de nouveau, j'avais projeter une forme d'espoir dans une rencontre particulière, un maître qui allait venir me dégommer. Et en réalité, cette gifle est venue finalement de mon partenaire, qui a fait un travail extraordinaire dans ce sens, parce que ça m'a permis finalement de descendre de 50 étages d'un coup, et de vivre pleinement des blessures telles que la jalousie, le rejet, la trahison, l'abandon, le cœur déchiré, les entrailles qui sont tout retournées, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, enfin, tout est là, quoi, donc, et vécu d'une manière intense. Qui plus est, je me suis retrouvé dans une semaine où j'étais relativement bloqué, donc au niveau du mouvement, donc je ne pouvais pas rencontrer, partager ou partir comme j'aurais voulu le faire. Et uniquement pour, tel un lion en cage, rester et contempler finalement ses blessures. Et c'est inquiétant parce que vous ne comprenez pas comment cela peut arriver, parce que ça a été votre travail de quasiment mes 30 ans donc, passés, d'accueillir, de pouvoir avoir cette capacité à se goûter émotionnellement. Et puis là, j'ai une recrudescence de tous ces symptômes qui viennent et qui sont puissants. Malgré cette inquiétude qui est la mienne, Maître Cœur est là aussi et me guide en fait. Et il me dit, assure-toi une forme de bienveillance pour toi et prends le temps d'observer. C'est pas simple, c'est clair, tu en dégustes, mais c'est important pour la suite. Et quand je dis que c'est important pour la suite, je fais écho à l'achèvement du cycle de 9 ans et l'avènement d'un nouveau cycle. C'est comme si la vie me demandait vraiment peut-être de renaître de mes centres en quelque sorte. Enfin, c'est pas peut-être, c'est à coup sûr. Donc, et que finalement il fallait que je meure à des vieilles structures, à des vieilles énergies que j'entretenais encore en moi. Et je dois dire que j'ai eu un très beau condensé. Donc sur une semaine, j'ai pu vivre ce que j'ai... Allez, comment je pourrais vous le confirmer? C'était une semaine tellement intense, je me rends compte que c'est les 35 ans de mon parcours spirituel auparavant. Donc, sauf que là, j'ai tout fait en quelques jours, quoi. Donc c'est assez impressionnant. L'importance aussi du parcours, parce que vivre ce genre de choses, donc c'est déroutant. Et je salue ce que je suis pour avoir pu observer ça sagement, sans réagir, sans me défaire, sans défaire mon entourage, mais juste observer ce qui se passe et d'en prendre l'entière responsabilité. Ce qui me permet finalement, lors d'aujourd'hui, de m'en libérer de plus en plus. Alors, il y a cette magnificence du cœur, du maître cœur qui est libre et qui me fait goûter cette liberté la plus forte, donc dans ce sens. Puis en même temps, je suis Grégory, donc, qui est un homme blessé, qui est un homme triste, qui est un homme qui a vécu une expérience inconfortable
Et c'est la première fois, je dirais même de ma vie, où j'ai une compassion pour moi qui est exceptionnelle en fait. C'est que je permets à ce jeu de s'exprimer dans sa douleur complètement et de se sointer de tous les côtés. Et en même temps, ce jeu sait pertinemment que c'est un meilleur pour tous et qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc avec le jeu de la conscience, il voit vraiment ce qui s'est manifesté. Il voit vraiment donc, dans les histoires dans lesquelles on a joué tous les deux et pour lesquelles c'était important d'arrêter ces histoires si on veut que l'avènement donc, survienne. Et souvent, on doit passer par ces étapes de souffrance pour des fois avoir le déclic ou passer l'épreuve. Pour le moment, j'en fais l'expérience. Au départ, c'était tendance à imaginer. Maintenant, j'ai une certitude. Il faut que chaque chose se réalise dans la matière. Réaliser dans la matière, ça veut dire quoi? C'est pas forcément être vu au niveau mental, mais il faut le vivre dans notre chair. Alors la joie, si elle est vécue donc, au niveau d'un rêve, c'est pas encore forcément la joie, mais si elle est exprimée dans toutes les cellules de notre corps, elle est réalisée dans notre corps. C'est la même chose également pour les émotions les plus inconfortables, telles que la peur, la tristesse. Bien souvent, on a peur de cela. On bloque ce processus. On ne permet pas vraiment à une tristesse de nous inonder, en quelque sorte, et de nous envahir. Et c'est quelque chose pour ma part que j'ai demandé à être initié. Comment on peut trouver l'équilibre entre lâcher ce qu'on ressent, les émotions, et en même temps prendre du recul sur ça? C'est pas facile. Alors dans ce que je vis, et uniquement dans ce que je vis, c'est la force de mon cœur qui me permet, c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est un endroit où j'ai une confiance absolue dans ce qui se passe. J'ai une foi absolue dans ce qui se passe. C'est une forme de sagesse qui m'initie à toute chose et qui bien souvent me prend par la main et me dit « Vas-y, fais cette expérience, réalise-la. Ça va pas être facile, mais fais-le. » Et par la suite, j'ai un discernement qui arrive et qui me permet de comprendre avec une justesse implacable, une vérité implacable, ce qui a été vécu, ce qui a été lâché, et ce qui va renaître. Et ça, je dois dire que ces expériences-là, je les ai réalisées dans mon parcours dès qu'il y avait un inconfort. Et ce qui m'a permis, voilà, pour répondre à ta question, ce qui m'a permis de passer cette épreuve qui est terrible au sens émotionnel du terme et au sens destruction, parce que l'homme est réduit à zéro, l'homme que je suis a été tué. Donc, communément, c'est ce qui s'est passé. Et si je n'avais pas eu ce maître-cœur et une forme d'ancrage qui est très puissante chez moi, parce que je suis branché très nature et que cela a toujours été, ça m'a permis vraiment de garder un self-control, en quelque sorte. Donc, le self-control ne veut pas dire contrôler. Ça ne veut pas dire... je contrôle ce qui vient à moi. Le self-control, c'est en tout cas dans mon sens, c'est pouvoir se dire « Ok, je fais confiance et je réédite la confiance que j'ai dans mon cœur et dans l'être que je suis. » C'est ce qui va me permettre de passer cette étape. Donc très, très inconfortable, mais pas être percuté ou pas être anéanti jusqu'à me retrouver dans un hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est mon self-control. Bravo d'avoir pu passer cette étape. Pour tous ceux qui vivent ça en ce moment, comment tu pourrais leur donner un petit message ou un conseil? Alors, offrez-vous toute la bienveillance dont vous avez besoin. Ça peut être mille et une choses à la fois, mais il faut que cette bienveillance vous entoure et gardez finalement cette contemplation qui est la vôtre depuis toujours. On sait contempler un film au cinéma, donc on sait contempler une série à la télévision, c'est la même contemplation, mais retournez là au-dedans de vous-même et regardez, juste regarder. Ça veut dire pas juger, ça ne veut pas dire pas amener une explication, ça ne veut pas dire ne pas enlever ou réduire ou
ou renforcer, juste contempler ce qui est là, simplement ce qui est là. Et le simple fait de faire cela, je le vis toujours comme un accueil profond, un accueil intégral, comme un enfant qui a un gros chagrin et qui va parler à son papa et à sa maman. Papa et maman généralement écoutent, ne jugent pas. Et le simple fait que le petit enfant puisse parler de son chagrin, dans la seconde qui suit, c'est éclipsé, il n'y a plus rien. Alors, c'est une pratique que moi je mets en place depuis déjà maintenant, je pense, 30 ans. Alors, elle me réussit. Pourquoi pas ne pas essayer pour vous finalement? Ouais. Moi aussi, des fois, quand j'ai des situations qui viennent à moi où je suis perturbé, où c'est la peur qui ressort, je me dis que j'ai toujours le choix entre la peur et l'amour. Oui. Et si tu choisis l'amour, ben, ça peut disparaître à la seconde même. Mais il faut faire le choix. Et les deux existent, c'est ça qui est marrant. C'est marrant, façon de parler. Hein. C'est l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. L'amour est le verre à moitié plein et la peur est le verre à moitié vide. C'est comment tu te perçois et où tu te perçois. Alors ça, c'est déjà un bel exercice de pouvoir déjà réaliser ceci. Ensuite, ça ne veut pas dire que si je me perçois en tant que verre à moitié plein, je renie l'autre moitié. Donc l'autre moitié, elle est parlante. S'il y a la peur, c'est qu'une part de toi n'est pas nourrie en amour. Ou sinon, sans ça, tu ne goûterais plus du tout à la peur. Tu serais vraiment donc, comme un éveillé sur cette terre et à jouir de chaque instant. Chaque fois qu'il y a un inconfort émotionnel, peur, tristesse, colère, ce sont des parts de nous-mêmes qui ne sont pas dans l'amour de ce que je suis. À nous alors de faire ce travail. Et comment faire ce travail? C'est de remercier pleinement la situation qui va générer cet inconfort. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de le regarder, donc, parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. Alors quand un inconfort comme ça arrive, ça c'est la magie, c'est qu'on va pouvoir prendre le temps de s'asseoir, de retourner le regard vers soi et de regarder au fond de moi, mais qui a peur? Qui a peur? Et le simple fait d'accueillir ce qui a peur, le reste suit. Tu vas sûrement avoir le pourquoi, le comment, d'où ça vient, comment ça a été fait, comment ça a été généré, comment ça a été perpétué, comment ça a été retranscrit d'une manière permanente. Et là, tu as le choix. Tu as le choix de pouvoir dire, ok, j'ai vu. Maintenant que j'ai vu, je n'ai plus besoin de jouer à ce jeu-là. Non. Mais si tu n'as pas vu, ce jeu reviendra toujours à ta conscience en permanence. Alors voir, c'est pas ce regard-là, mais c'est ce regard-là, le regard du cœur. Et comment tu expliques la dualité qui est présente ici sur Terre? Pour moi, c'est la réalité de ce plan. Donc le plan est duel et j'ai envie de dire qu'il est nécessaire pour qu'on puisse retrouver notre unité. Si nous vivions et si nous vivions et que chaque individu qui naîtrait maintenant vivrait dans une unité la plus parfaite, le jeu ne serait plus le même. Ouais. Il y aurait plus de jeu particulier. Ce jeu particulier, parce que c'est la conscience qui se goûte à travers notre dualité permanente pour un jour se retrouver dans une forme d'unité. Donc c'est la conscience qui se goûte en tant qu'elle, en essayant vraiment qu'elle se retrouve donc dans cette forme de conscience. Et cette dualité est nécessaire dans la mesure où elle nous permet de vivre une forme de séparation illusoire qui nous permet finalement de comprendre les choses ou les parts de nous qui ne sont pas encore dans un amour, et ça nous permet d'y amener donc cette énergie pour un jour se retrouver dans une forme d'unité qui est la nôtre. C'est du 2 qui va vers le 1. Ouais, avec le recul, c'est logique. Enfin, j'ai envie de dire que c'est facile de le sentir comme ça, et même à mon niveau, je le réalise de plus en plus dans mes cellules comme étant une évidence, comme étant quelque chose de totalement naturel, ce qui ne veut pas dire que je perds aussi des fois le chemin, parce que je suis happé par une histoire, et donc je retrouve très rapidement ce que je vais appeler l'identification que je suis, que je, donc, et le jeu a une vision plus petite, donc, et très rapidement
on tombe dans des rôles de victime, de bourreau, de sauveur, ou peu importe ce qui est amené, quoi. Donc, mais la dualité est un magnifique cadeau pour qu'on puisse se retrouver en tant qu'être uni. Sans cette dualité, cette réalisation ne peut pas se faire. Et ça, c'est l'apanage de la Terre, c'est l'apanage de ce plan duel, c'est l'apanage de celui-ci. Alors, est-ce que ce plan duel va changer? Je ne crois pas, je ne pense pas, parce que c'est la volonté de la conscience de créer cette dualité. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr, hein, mais je ne crois pas, parce que la conscience aime cette séparation pour se goûter à travers nous tous, donc chacun notre unicité, pour finalement, à notre rythme, à notre vitesse, retrouver notre unité. Ouais, c'est un jeu très puissant. Oui, exactement. J'ai envie de dire que c'est le kiff de la conscience. C'est le kiff de la conscience et nous sommes cette conscience. C'est aussi quelque chose qui est merveilleux à garder au plus profond de son cœur et de le rayonner. C'est que nous sommes au fond cette conscience. C'est parce que nous sommes tellement de nouveau identifiés dans les rôles, dans les histoires que je suis, donc dans le jeu Grégory, que je perds conscience que je suis cette source, cette conscience énergie. Si cette source s'ancre d'une manière intemporelle dans le corps que je suis, dans chaque cellule, ben ce jeu de la dualité n'est plus. Maintenant, je peux choisir de rester sur ce plan duel et de faire de l'incarnation que je suis d'une autre manière, mais ça sera encore une autre histoire. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais je vais essayer que ce soit pas trop long. Il y a un point pour revenir à l'alimentation qui m'intéresse dans mon cas personnel. Là, j'ai repris le sport intensément depuis le mois d'octobre. Je fais la musculation poids du corps. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les sportifs qui sont végétariens ou véganes, niveau combinaison alimentaire, conseil global? Alors ça fait partie finalement de la pratique aussi terre-mer. C'est de nouveau, j'ai envie de te partager ce à quoi je vis le plus, ce qui me donne énormément d'amour et de joie, c'est d'écouter son maître-cœur à chaque fois. On a tous finalement un nutritionniste intérieur, on a tous un médecin intérieur, un nutritionniste intérieur, un avocat intérieur. On peut bien sûr aller chercher donc confirmation et validation à l'extérieur de nous. Donc tiens, je doute, j'ai pas confiance, je vais aller demander à un nutritionniste finalement ce que je devrais manger. Donc ça c'est une possibilité, mais c'est une possibilité qui ne vous permet pas de retrouver votre propre autorité, et qui elle-même ne vous permet pas de retrouver votre confiance et votre sagesse. Maintenant, si je prends l'option, je m'écoute et je m'assieds 2 secondes et je pose la question au cœur, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin de manger, tout en sachant que je suis végétarien et que je suis sportif, donc il va y avoir un choix qui va s'opérer, donc il y a une guidance qui va se faire, c'est indéniable, ça marche tout le temps et pour tous, donc personne ne peut pas prétendre le contraire, mais il faut se poser les questions et savoir écouter les réponses. Okay. Mais quand ça s'opère, tu verras que finalement, tu vas t'offrir donc le repas dont tu as besoin par rapport à ta philosophie alimentaire et par rapport à ta pratique sportive. C'est un exercice à faire. Oui, parce que des fois, je me sens perdu parce qu'il y a tellement d'informations et d'éléments contradictoires aussi. Après, tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois manger. On y est, c'est cette dualité. Savoir s'écouter, alors. Voilà. Cette dualité, c'est ça, hein, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur, et finalement à l'extérieur, tu t'aperçois que chacun va bon train avec sa philosophie ou sa nouvelle théorie, et chacun finalement exprime une forme de justesse, donc on peut même pas dire, tiens, ça c'est faux, ça ne tient pas la route, chacun donc exprime réellement leur vérité personnelle. Alors, la véritable question, c'est quelle est, moi, Stéphane, ma véritable vérité en termes d'alimentation, en cet instant, sachant que je fais du sport et que je suis végétarien. On peut prendre des livres, on peut demander conseil, c'est pas interdit, mais on peut demander à soi. Et le cadeau est beaucoup plus fort quand tu demandes à toi, parce que c'est instiller une forme de confiance, une forme de foi dans la guidance de ton cœur. Et lui, il ne demande que ça. Et si tu le stimules dans ça, il va être content en quelque sorte. Donc, il va t'honorer à son tour et il te dira, voilà,
je serai ton guide maintenant de plus en plus et quelle que soit ta question, je te guiderai. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Donc, et en tant que nutritionniste à l'heure d'aujourd'hui, si je peux me permettre de transmettre un conseil, c'est uniquement celui-là. Je ne suis même plus capable de pouvoir remettre un plan alimentaire à quelqu'un, parce que qui suis-je finalement pour pouvoir prétendre savoir ce qu'il serait bon pour lui de manger? C'est impensable pour moi de donner sens à cela. Alors, je préfère à l'heure d'aujourd'hui stimuler finalement donc, le patient sur le cœur et le nutritionniste interne qu'il est, et de réveiller donc une forme de dialogue. Et quand ce dialogue-là est réveillé, il n'y a plus d'erreur. Et écouter son corps aussi, qui nous transmet des messages. Exactement. Alors, écouter son corps est une très bonne chose parce que c'est l'écoute. En général, c'est l'acceptation, l'écoute de ce que je suis. L'écoute de ce que je suis en tant que corps physique, en tant que corps émotionnel, en tant que corps psychique, en tant que corps spirituel. Donc, il y a les messages de l'être, il y a les messages du corps. Et dans cette écoute, garder cette contemplation de savoir quelle est la source en fait du dialogue du corps. Est-ce que c'est une source de type peur ou croyance, ou alors est-ce un élan finalement de la vie? Donc, alors pourquoi je parle comme ça? Parce que l'être finalement, qui sommeille la plupart du temps en nous et qui s'exprime par des élans, qui sont des élans créateurs de vie, bien souvent ils nous font passer des messages. Ici, il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'avais envie d'écrire et j'ai écrit beaucoup. Et quand j'ai levé ma tête, je me suis aperçu qu'il était quasiment minuit passé. Et je sentais aussi la fatigue de mon corps qui me disait « Ouh là là, je suis fatigué et ce serait peut-être temps de te reposer. » Donc finalement, une forme de dualité est survenue instantanément avec un élan créateur qui me disait « envie de continuer à écrire ». Je suis dans une énergie pour le moment qui me permet finalement de me libérer de plein de choses, qui me permet finalement donc de projeter une forme de clairvoyance sur papier, et en même temps envie d'écouter mon corps qui me dit Grégory, arrête, je suis fatigué. Ça a généré une forme d'inconfort assez rapidement en me disant quel choix je fais, A ou B. Donc, et puis très rapidement je me suis dit mais l'élan créateur, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment le langage de l'être. C'est le langage de notre être uni. Donc, j'ai envie de donner vraiment toute cette énergie à cet élan créateur. Et en me repositionnant finalement sur le langage du corps, quand je lui ai demandé pourquoi il se sentait fatigué, je me suis juste aperçu que le message était « il est passé minuit, donc maintenant il faut dormir ou sinon tu vas pas pouvoir récupérer ». Et ça, je l'ai vu comme une croyance en fait. La croyance était là. La croyance me disait que une fois passé minuit, les heures de sommeil se comptent sur les doigts d'une main et que je vais le payer en fait le lendemain matin très cher, donc au niveau physique. Quand j'ai pu sentir cette croyance et de me dire ok, je peux lâcher prise, donc je peux continuer donc à nourrir mon élan créateur, peut-être encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, je n'en sais rien, et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc ça m'a permis d'écrire, de continuer. Et à 2 heures du matin, j'ai arrêté. Donc je me suis endormi pour me réveiller à 7 heures. Donc voilà, j'ai eu 5 heures de sommeil. Et ça n'a pas été du tout difficile. Donc c'est ça que l'exemple de cette croyance est assez parfait finalement. On a beaucoup de croyances. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cela si ce n'est que les contempler et de choisir de la continuer ou de ne plus la continuer. Mais il faut la contempler et il faut se permettre d'aller au-delà. J'aurais pu dormir, donc, et ne plus écrire, ça aurait été très juste aussi. Donc il n'y a pas de choses mauvaises. Donc, sauf qu'ici, j'avais vraiment envie, donc c'était mon kiff de maintenant, c'était cet élan créateur. Donc dans cet élan créateur, peut-être que dans ton énergie de te faire un menu, tu vas peut-être devoir manger 5 paquets de frites parce que ton être voudrait ça. Donc tu vois, ça peut être une expérience de dire ok, dans mon élan créateur, c'est ça, c'est votre repas frites. Mais comme je suis sportif et que je ne peux pas parce que je dois une ligne de conduite, les croyances viennent à ce moment très rapidement et freinent finalement cet élan créateur. Ouais.
Et je vais essayer d'appliquer ça. Oser son essence, et je pense que le domaine de l'alimentation est très fort, tu sais, parce que peut-être pour ça que finalement j'ai choisi ce chemin, mais on a un paquet de croyances sur la diététique, la nutrition, ce qu'on devrait manger, ce qu'on devrait éviter, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Et alors aujourd'hui, je me rends compte que rien n'est vrai, quoi. Donc tout est illusion finalement. La seule chose qui compte pour moi, c'est toujours un instant T, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, facteurs physiques, bien sûr, donc la croissance, l'état de maladie dans lequel je suis, ou l'état de forme dans lequel je suis. Ça va dépendre de l'état émotionnel, le stress, pas stress, peur, pas peur, joie ou pas joie. Ça va dépendre de mille choses, donc, finalement. Et donc, il devient fort illusoire de pouvoir dire un homme d'une telle taille, d'un tel poids devrait manger 2200 calories avec autant de protéines, autant de sucre, autant de graisse. Je pense plus que ce soit de l'intérêt finalement, ce genre de choses. En tout cas, dans ma vérité. Ouais, c'est trop schématisé à une seule type de personne qui serait valable pour les milliards d'individus. Exactement. Mais il y a, juste pour préciser, il y a quand même des aliments préférables pour notre organisme que si je pense à la malbouffe et tout ça. Si on regarde le fond de ce que tu viens de partager, malbouffe, ça voudrait dire qu'il y a une malbouffe et une bonne bouffe. Donc, dualité, jugement. Donc c'est un choix de peur, c'est pas un choix de l'inconscience. Qui on est pour savoir que c'est de la malbouffe? Je veux dire, sans vouloir amener ou remuer quoi que ce soit, mais si on regarde d'une manière beaucoup plus pragmatique, et en même temps, je veux dire, cœur ouvert, donc au-delà du jugement, bien ou mal, faux ou pas ou vrai, qu'est-ce qui est malbouffe, qu'est-ce qui est bonne bouffe? Et donc, et s'il y a de la malbouffe, ça veut dire que je peux me tromper, donc ça veut dire que l'erreur est possible, ça veut dire que je peux me faire mal, que je peux me nuire, donc ça voudrait dire aussi qu'on est sur un chemin qui est complètement aléatoire, qui est complètement dû au hasard, et que la sentence enfin, c'est une malbouffe. C'est intéressant finalement de savoir. Dans mon expérience ici, donc plusieurs fois, donc quand je demandais corps qu'est-ce que tu as envie de manger, et qui m'amenait finalement à prendre conscience, j'ai envie d'un paquet de pralines aujourd'hui. Donc, alors là, le nutritionniste que je suis disait ah non, ça c'est malbouffe, tu peux pas manger un paquet de pralines à 18h comme ça, qu'est-ce qui te prend, c'est pas un souper, donc où sont les légumes, où sont les bonnes huiles, où sont finalement donc le repas léger du soir, donc tu vas y dormir avec ton paquet de pralines, tu vas pas pouvoir dormir, donc tu vas vraiment être ballonné comme une femme enceinte. Mais le langage du corps était tellement puissant. J'avais demandé aussi à ce qu'il m'éprouve dans cela, donc dans tout ce que je te partage, finalement je l'ai éprouvé dans mon parcours, dans ma réalité. Et donc ça, c'était flagrant. J'avais des messages comme ça où je disais, aujourd'hui, souper, ça va être chocolat, ça va être praline. Et je dois dire que j'étais au pied du mur, donc c'est-à-dire que je me suis presque forcé à devoir réaliser cette expérience. Et donc, quand ce corps me disait chocolat, 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 chocolat comme repas, j'ai dit, ok, c'est fait, j'ai fait. Je suis allé chercher une boîte de praline, donc à demi-kilo, et je me l'ai mangé, je me le suis mangé. Maintenant, je pouvais observer donc les dialogues internes, les petites voix intérieures, notamment le contrôle du nutritionniste qui me disait oh, « c'est pas possible, c'est de la malbouffe, qu'est-ce que tu nous fais là ?» donc, et je l'ai laissé parler, et j'ai juste répondu finalement à l'appel du corps qui me disait « oui, c'est ça ». Étonnamment, le résultat physique était assez exceptionnel, donc je me suis délecté de ce repas, vraiment. Il y a des moments comme ça, on peut sentir quand le repas est très bon, on se lèche les doigts et on se dit waouh, quel moment de grâce que je viens de passer, quoi. Enfin, moi, je le vis régulièrement, donc quand je suis en phase avec mon assiette, c'est profond, donc il y a vraiment ce retour-là. Et cette boîte de pralines m'a fait ce retour-là. Et je me suis rendu compte que je suis allé au lit sagement, je n'étais pas ballonné, je n'ai pas eu de crise de foie, j'ai pas eu d'éruption cutanée. Je veux dire, je n'ai rien eu, donc, et j'ai passé une très bonne nuit. Alors, ça m'a permis vraiment de m'asseoir sur le fait que nous avons beaucoup de croyances sur l'alimentation et qu'on peut les traverser. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est juste, en quelque sorte, c'est l'élan créateur, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. C'est si je pose la question à mon corps, qu'est-ce que j'ai besoin de là aujourd'hui?
Donc il va y mettre une possibilité, donc, parmi tant d'autres. Mais cette possibilité, ça peut être des fruits pour certains, comme ça peut être des bonbons ou des biscuits pour d'autres. Alors, osez l'écouter. Il y a un symbole derrière et il y a vraiment un intérêt pour ça. Donc ça pourrait peut-être expliquer toute mon enfance, mon adolescence. Je déteste les légumes, j'en mangeais pas. Et d'un coup, ça a changé. Maintenant, je mange tout ce qui est naturel et tout ça. Ça fait partie du parcours de l'enfant. Alors l'enfant sait mieux que quiconque ce qu'il doit manger. Et c'est pas toujours évident finalement de se laisser vraiment infuser par ça. Parce que donc on met un contrôle sur l'enfant, on lui dit que l'alimentation devrait être ça, donc et pas autrement. Donc on n'ose pas finalement donc, aller contre tout cela. Mais d'une manière générale, l'enfant sait mieux que quiconque ce qui est bon pour lui. Donc des fois, et comme la plupart du temps, ils n'aiment pas trop les légumes. Donc il faut savoir écouter ça. Donc il y a une raison bien précise là derrière, bien souvent. Donc c'est peut-être cela qui se passe. Et puis on se aperçoit que lorsqu'on lâche prise, en fait, qu'on se détend par rapport à ça, ben, l'enfant remange des légumes tout seul, donc sans qu'on lui impose. Ça se vérifie. Okay. Et alors, un autre point que je voulais aborder avec toi, je pense que ça peut être intéressant pour les abonnés. Souvent, je suis venu, il y avait un livre sur le comptoir ou des lectures intéressantes. Tu pourrais nous dire les livres qui t'ont le plus apporté depuis le début de ton parcours? Oui. Alors un livre, je le considère souvent comme une conscience. Alors, quand je suis en questionnement, parce que j'ai besoin d'un discernement, parce que j'ai besoin de guidance, ou j'ai besoin d'aide pour une réflexion, pour un état d'être, donc c'est une attention que j'envoie à l'univers bien souvent. Et la guidance peut venir lors d'un échange, lors d'une rencontre. Et dans ma vie de tous les jours, c'est souvent un livre qui apparaît. Donc chaque livre que j'ai eu dans mes mains ont une importance. Ceci dit, il y a des livres qui m'ont vraiment mis des gifles. Donc, et qui pour moi sont quand même des références en ce qui me concerne, bien sûr. Donc ça n'engage que moi. Alors il y en a énormément. Et par rapport à ce que j'ai pu lire, les références pour lesquelles je reviens assez souvent, ben, on a John Elwood, donc, qui est assez intéressant, qui est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un psychologue de l'éveil. Je trouve qu'il est vraiment impressionnant comme dans la manière de vulgariser finalement tout un processus qui est très compliqué. Il y a tous les livres donc, de Karl Graf Durkheim, comme La percée de l'être, comme le Hara, donc, qui ont été vraiment des tournants décisifs en ce qui me concerne. Donc ça a été vraiment très impressionnant de comprendre et de sentir en fait tout l'émotionnel qui est en train de se rayonner dans le ventre et de canaliser cette énergie, de canaliser cette force en quelque sorte. Alors pour le moment, je lis Souillin l'amour. Donc Souillin l'amour, en fait, de nouveau, si on prend conscience de ce que je viens de partager, c'est je vis une semaine particulièrement très intense, très inconfortable et très forte, et en même temps avec des éclairs de conscience qui sont fabuleux. Donc c'est pas toujours évident pour moi de cerner ça, d'avoir le discernement complet. C'est comme si c'était un puzzle, mais fractionné. Et quand j'ai demandé une forme de guidance, je suis tombé sur Souillin l'amour, qui est un livre qu'on appelle La joie de l'être. Et je me suis rendu compte, mot pour mot, que son expérience, ou par laquelle elle était passée, c'était ce que j'étais en train de vivre. Donc c'est un vrai cadeau, parce que vous avez quelqu'un qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et donc du coup, elle sait vous l'expliquer, vous le partager, et de vous amener le discernement dont j'avais besoin. Donc ça détend complètement, profondément, quoi. Ouais, c'est incroyable les livres. Il n'y a pas de hasard non plus que ce livre arrive dans ta vie à ce moment-là. Oui, il faut faire confiance. De nouveau, c'est un peu le même dialogue qu'on a eu sur la nourriture. Hein. Maître cœur, qu'est-ce que je peux lire, hein? On pourrait aller tous les deux à la FNAC maintenant, dans le rayon philosophie, spiritualité. Donc on a une tonne de livres. Donc
quel est celui qui va être le plus propice pour moi, donc le plus étonnant, celui qui va amener vraiment cet élan finalement pour l'être que je suis et qui va me permettre de nourrir les réflexions que je suis en train de me poser pour le moment, à cet instant T. Tous les livres n'ont pas cette compétence. Donc, et bien souvent, c'est ce qui fait que c'est la magie de cette énergie. C'est quand vous marchez dans ces rayons, puis à un moment donné, bam, il y a un livre qui brille plus fort que l'autre. Et on ne sait pas pourquoi, on n'allait pas pour ça, on ne voulait vraiment pas du tout l'acheter, mais finalement, clac, vous allez chercher ce livre. Et en parallèle des livres, il y a aussi les voyages qui peuvent t'apporter beaucoup. Je pense que oui, et ça c'est vrai que finalement le voyage est le voyage intérieur, hein, donc c'est important. Le voyage en lui-même, de nouveau je vous explique, je vous partage un peu mon point de vue, hein, donc mon voyage intérieur à moi est très précieux, donc parce qu'il me permet finalement de rencontrer donc différentes parts de moi qui sont dans l'isolement, qui manquent d'amour. Ça me permet finalement qu'une facilité aussi de faire remonter donc énormément les choses qui sont restées secrètes. Donc ça c'est un voyage délicieux, donc c'est le plus libérateur des voyages que je connaisse. Maintenant le voyage au sens propre, c'est clair que rencontrer d'autres civilisations, d'autres tribus, d'autres philosophies, d'autres décors, d'autres nourritures, ça te met en quelque sorte toujours dans une forme de lâcher prise par rapport à ce que je connais ou par rapport à ce qui est sécure en moi ou au travers d'une vie, d'une maison, d'une famille, et puis que quand tu quittes tout ça finalement, en l'occurrence, donc c'est ce que tu fais toi, pour vivre autre chose, c'est aussi, oui bien sûr, une forme de connaissance de soi profonde. Il y a des voyages qui t'ont marqué dans ta vie? Plus que d'autres? Alors, il y a les voyages initiatiques, je pense. Chaque voyage m'ont tous marqué. Hein. Je veux dire, même les voyages de plaisir, qui sont en fait en réalité des véritables voyages de repos, de détente, de lâcher prise. Je le vis vraiment profondément comme ça. L'année passée, donc, on s'est retrouvés en Sicile avec les enfants et ça devait être un petit voyage de détente comme ça. Et finalement, je me suis retrouvé dans une énergie qui était extrêmement fabuleuse. Donc, je pouvais pressentir le volcan, la pierre, la mer, l'air. J'avais une osmose comme ça avec la nature qui était complète et totale. J'avais une lecture facile donc, de ce qui se passait, de ce que j'ai vécu. Ces moments-là sont précieux pour moi. Ce qui fait qu'en une semaine, vous avez la capacité de lâcher plein de choses donc et de revenir comme un sous-neuf. Prêt donc à renouveler finalement, ou à renouveler ou pas, donc ce qui est en train d'arriver. À côté de cela, il y a d'autres voyages qui sont vraiment des voyages initiatiques. J'ai eu l'occasion d'en vivre un avec les Navarros, donc chez les Indiens. C'est un voyage que je n'oublierai jamais. Il était inscrit dans mes cellules au plus profond, parce que c'était un voyage spécifique, donc où je sans savoir ce qui va être cherché ou ce qui va être goûté. Mais c'était important pour moi donc d'être là avec eux pendant pratiquement un mois, un petit mois, coupé de tout, à suivre leurs traditions. Et ça a été de l'énergie du phénix. C'était la mort de quelque chose, donc là pour pouvoir revivre d'une autre manière. Donc ça c'est un peu voilà. C'était très fort aussi. Oui, c'était exceptionnel quoi, vraiment. Et dans ces voyages initiatiques, quand tu penses à l'Inde, quand tu penses en Australie, finalement, quand tu penses... Il y a beaucoup de pays comme ça qui peuvent te proposer des choses donc, qui sont impressionnantes. Donc, et bien sûr, ça fait partie... Moi, ça me donne en joie, ça me donne beaucoup de pétillance. Donc, d'imaginer un jour de pouvoir donc, voyager à travers le monde et de rencontrer finalement tous ces pays. Donc, ça doit être fabuleux. Quoi, donc, on n'a pas parlé de méditation. Est-ce que tu pratiques? Alors, on va pratiquer. La méditation. Pour reprendre les paroles d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gregory Mutombo,
la méditation, en fait, ce que nous sommes en train de faire, en règle générale, c'est une préparation à la méditation. C'est communément calmer son mental pour laisser émerger quelque chose d'autre. J'aime beaucoup cette définition. Et je me rends compte que c'est pourquoi je n'ai pas une pratique assidue de la méditation. Je ne m'assieds pas en tailleur dans une pièce, donc à de regarder intérieurement. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui s'est fait en permanence chez moi. Alors, pas que je suis assis en permanence en tailleur, mais le regard intérieur est en permanence retourné. Donc, je peux être en lien avec toi et en même temps de percevoir l'entièreté de mon intériorité. Donc, et si je suis cette définition de la méditation qui est finalement juste contempler ce qui est là, autrement dit, je suis dans un état méditatif. Donc, c'est ma définition, d'accord ? Alors, beaucoup de personnes ont des pratiques bien précises avec la méditation. Moi, je me rends compte qu'elle est accessible en permanence, 24 heures sur 24, et que comme je suis très fort connecté à la nature, il m'arrive tous les jours, finalement, de partir en balade, et ce sont des états de méditation, parce qu'il n'y a plus d'identification, donc il y a une forme de transparence, et un autre courant vous traverse, donc pas celui du jeu, ou pas celui de l'identification, mais autre chose. Et ce courant qui vous traverse vous permet de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. En fait, finalement, il n'y a plus réellement de frontières extérieures-intérieures, c'est juste tout simplement donc, une unité globale et fondamentale. Alors, pour répondre à ta question, ça c'est ma manière d'être, donc c'est ma manière de méditer. Et pour une personne qui serait moins connectée que toi, ça peut avoir un impact positif. Je pense qu'on est tous connectés de la même manière. Ça m'engage. Ça n'engage que moi, mais on est tous égaux finalement par rapport à ça. Ce qui va peut-être nous différencier, c'est la capacité d'écoute que moi je m'octroie, que peut-être un autre ne va pas forcément le faire. Okay. Parce qu'on est happé par les films, alors que là aujourd'hui on a Facebook, on a Messenger, on a notre iPod, on a notre iPhone finalement, donc notre attention est complètement attirée vers l'extérieur. Ça, il faut en prendre conscience. Je pense que c'est déjà donc une première étape, c'est de prendre conscience à quel point je suis happé par l'extérieur, par tous ces petits trucs-là. Deuxième étape, c'est de s'offrir la possibilité donc de vivre ça d'une autre façon. Donc, par exemple, pour moi, je sais que quand je vais dans la nature, c'est une dissolution complète de qui je suis. Il n'y a plus de Grégory, il y a juste une énergie qui est parmi d'autres énergies. Donc, la nature, c'est un point d'ancrage très fort pour moi. C'est une manière pour moi de faire. Peut-être que pour d'autres, c'est autre chose. Donc, donc bien sûr, comprendre ce qui nous happe à l'extérieur de nous, se permettre en tout cas d'exprimer ce qui nous permettrait de nous rendre notre intériorité, en tout cas donc amener cette vision. Et je pense troisièmement la pratique. Donc la pratique, c'est comme toute chose. Rouler en vélo, si on essaie une première fois, ok, on tombe, on a peut-être tombé 4-5 fois, mais c'est avec la pratique que finalement on commence à bien rouler, même les yeux fermés. Donc la méditation, c'est pareil. C'est cette conscience permanente en fait. Et ça, voilà, c'est comment puis-je faire pour retrouver cette pleine conscience qui est mienne, hein, donc c'est pas quelque chose que j'ai perdu, donc c'est ça qui est magnifique. C'est pas que j'ai perdu cette pleine conscience, elle est là, donc sauf que je sais pas l'écouter, je sais pas l'utiliser. Alors comment puis-je faire? Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition en cet instant T? Donc, et chacun va avoir une ribambelle de moyens, à sa manière, à sa façon. Oui. Ce que je pourrais retenir de tout ce que tu as dit, c'est que chaque personne est unique. Il y a beaucoup de chemins possibles. Nous sommes tous issus de la même source. Ça, c'est une chose qui est remarquable. Ce qui veut dire que dans le fond, nous sommes tous constitués de la même matière, de la même énergie, de la même conscience-énergie. Maintenant, par rapport au choix de famille que nous faisons, par rapport au choix de pays d'incarnation, par rapport finalement à toute une série de paramètres comme ça, donc le choix de notre corps, le choix de notre pays, le choix de notre éducation, le choix de papa, le choix de maman,
on va créer donc un personnage unique, une unicité. Et ça aussi, je pense que c'est le jeu de la conscience. Donc la conscience se goûte à travers cette unicité que nous sommes pour réapprendre à se réveiller, à s'illuminer. Ok, c'était très intéressant de partager avec toi. Puisque tu auras un message à transmettre. Le mot qui vient là, c'est bienveillance pour vous tous. Ce sont des moments qui sont très intenses. Alors d'aujourd'hui aussi, on s'aperçoit qu'il y a ce plan de matière qui est toujours là. Donc, il y a en même temps des ouvertures de conscience qui se font, je veux dire, chez les gens. Des fois, c'est quelques secondes, des fois, c'est quelques jours. Et ça peut être étonnant, ça peut être inconfortable. Je pense même que la plupart du temps, c'est souvent inconfortable. Donc offrez-vous toute la bienveillance dont vous avez besoin. Bienveillance, c'est vraiment le moment. Ouais, c'est vrai, c'est très important. Ouais. Okay. Bienveillance pour toi aussi, et Merci. pour moi aussi. Je te remercie. À toi aussi, Stéphane. On se reverra au mois d'août, je pense. Tu reviens au mois d'août ? Ouais. D'accord. À moi aussi de venir te dire bonjour, une fois au Maroc. J'espère. Ouais, j'ai envie aussi, c'est un pays qui est très appelant, donc ça pourrait être très beau en surprise. Ouais, bienvenue. Merci à toi. Ok, merci.